bienvenue à la Cité des Sciences. Pour ceux qui veulent tweeter, qui ont un compte Twitter, au cas où certaines personnes auraient un compte Twitter, vous pouvez me tweeter pendant que je parle. Donc mon adresse, c'est @DeRonéJoël, en un seul mot. D-E-R-O-S-N-A-Y, Joël sans tréma. Donc moi j'irai ça ouvert sur la table et donc éventuellement, mais on travaillera après avec des questions et on pourra se parler. On est là pour le dialogue également. Donc, la transformation de l'homme par l'homme, c'est un des sujets récurrents depuis l'évolution humaine. Cette transformation, elle peut subir différents aspects. On peut parler de l'homme réparé, d'abord avec la chirurgie osseuse, la chirurgie vasculaire, de l'homme transformé, notamment si on lui ajoute un pacemaker pour réguler le battement cardiaque, ou bien un implant cochléaire profond pour pouvoir entendre, ou même des puces pour traiter la maladie de Parkinson. Et puis l'homme augmenté, il a des qualités, ou la femme augmentée, ils ont des qualités différentes qui sont produites par des puces implantées, par des organes artificiels, comme on va le voir, par des organes robotiques, soit attachés au corps, soit avec lesquels on communique directement depuis son cerveau. Je vais vous expliquer un peu tout ça parce que ça pose des questions fondamentales, non seulement scientifiques, techniques, mais aussi éthiques. L'homme augmenté. Certains parlent déjà, des scientifiques très connus, de transhumanisme, c'est-à-dire de la possibilité d'aller au-delà de l'humain. Ça pose des problèmes d'égalité entre les hommes. Donc toutes ces questions, je vais essayer à la fin en tout cas de les poser, on essaiera d'en discuter, mais posons-nous d'abord la question, la suivante, c'est que pour transformer l'homme, il faut une convergence de technologies. Il faut des technologies empruntées à différents domaines, scientifiques et techniques. Le numérique, les biotechnologies, les nanotechnologies, la robotique. Tous ces éléments convergent et sont utilisés pour transformer l'homme, que l'homme puisse éventuellement se transformer, espérons, pour le meilleur et pas pour le pire. Donc d'abord, nous allons essayer ensemble de comprendre ces techniques. Je vais vous les expliquer, d'abord par le numérique, ensuite par les biotechnologies et les nanotechnologies. Et puis ensuite, je me concentrerai sur les organes artificiels, qui est le titre de cet exposé, l'homme en pièces détachées, des organes artificiels de nature biologique, mais aussi des organes artificiels de nature robotique. Et la communication du corps avec ces organes proches, attachés au corps ou à distance. Et tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Alors commençons d'abord par le premier sujet du numérique et de la biologie. J'avais créé ce terme de biotique en 1982, c'est-à-dire le mariage de la biologie et de l'informatique. On voit cette convergence se réaliser de plus en plus. Et également, on voit arriver des outils nouveaux que vous voyez illustrés ici. Pour la e-santé ou des tableaux de bord personnalisés, c'est-à-dire des outils numériques qui nous permettent de voir à l'intérieur de notre corps pour tester sa santé, pour envoyer des informations à un médecin. Et ce domaine nous permet de mieux nous connaître de l'intérieur. Si vous voulez, j'appellerais ça un peu la bioréalité augmentée. Vous savez que la réalité augmentée consiste justement à prendre des smartphones et grâce à la caméra, ou grâce à un champ magnétique, d'émettre des informations vers un environnement qui réagit en vous envoyant des images que votre œil ne voit pas, mais que vous verrez sur l'écran de votre smartphone. Ça s'appelle la réalité augmentée. Et avec ces outils dont je vais vous parler, nous avons une bioréalité augmentée à partir de ce mariage du numérique et de la biologie, qui figure ici, la biotique, mais aussi à partir de nouveaux environnements que j'appellerais des environnements intelligents, c'est-à-dire des environnements qui se dotent de sens, des sens qui leur permettent de nous détecter, de regarder les visages, d'écouter les conversations, de comprendre les mots qui sont exprimés, même des gestes maintenant, puisque vous savez, il y a même des jeux qui utilisent la gestuelle, et de plus en plus d'interfaces humaines permettent de communiquer avec l'ordinateur par des gestes. Donc l'environnement se dote de sens, comme nous,
il a des capacités avec des puces électroniques qu'on appelle des puces à radiofréquence, en anglais Radio Frequency Identification Device, en abrégé RFID, qu'on trouve de plus en plus dans les objets, ces objets communicants, mais aussi avec des sortes de nouveaux codes barres qu'on appelle des QR codes. Ces QR codes peuvent être scannés, flashés, comme on le dit, avec un smartphone. Et à ce moment-là, cette information est transmise au smartphone qui vous permet de voir sur l'écran une vidéo, par exemple. Et ceci permet de faire la fusion entre le matériel et le virtuel pour un livre. Mon dernier livre que vous verrez là-bas, voici une carte avec sa couverture, mais si vous retournez cette carte, derrière, il y a un QR code. Je vous en donnerai quelques-unes si ça vous amuse. Et avec votre smartphone, vous pouvez flasher ce QR code et vous arrivez sur Internet directement sur le site du livre. Et dans le livre, il y a une dizaine de QR codes qui font que le livre devient carrément audiovisuel. Il y a la télé, si j'ose dire, il y a la télé dans le livre. Il y a des images d'interviews, de personnalités célèbres, il y a des photos de surf absolument, des images, des vidéos extraordinaires. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que la relation entre l'environnement est en train de changer. Des outils inertes, comme du papier, la couverture d'un livre ou un objet, deviennent proactifs, interactifs. Ils se dotent en quelque sorte de sens qui nous permettent de communiquer avec eux. C'est le cas de la biométrie qui nous permet d'avoir des outils pour nous étudier de plus en plus, pour la sécurité par exemple, lorsque nous entrons dans des bâtiments, grâce à la pupille qui permet d'identifier le doigt, évidemment, là aussi la voix. Et nous avons des possibilités aussi grâce à des capteurs sur notre corps, grâce à des vêtements communicants, un t-shirt, une veste, d'envoyer à l'extérieur des informations pour un suivi médical, par exemple, ou un suivi sportif. Donc retenez déjà de tout ça que le mariage numérique des objets et du corps permet déjà de transformer notre corps. Notre corps devient un émetteur d'informations et aussi un récepteur d'informations, et ça pose d'autres types de problèmes, surtout si on n'est pas volontaire pour recevoir ces informations. Et le tout va vers ce qu'on appelle maintenant le tableau de bord santé personnalisé, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de nous voir de l'extérieur vers l'intérieur. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous voulez tester votre santé, vous avez 2 appareils de base chez vous. Et ces appareils sont extrêmement rudimentaires puisqu'il s'agit d'une balance et d'un miroir. Vous prenez votre poids, vous dites j'ai grossi ou j'ai maigri, et vous regardez dans la glace et vous dites ça va pas, j'ai mauvaise mine, etc. Mais maintenant, avec les apps, les applis, comme on les appelle, qui sont sur tous les smartphones, il y en a 9000 qui existent aujourd'hui sur les iPhones et les Android. Il y a 9000 apps qui vous permettent de tester votre santé, non seulement de prendre votre tension, mais aussi de savoir votre taux de cholestérol, votre taux diabétique, grâce à des petites pastilles sur lesquelles on dépose une goutte de fluide personnel. Cette petite pastille peut être lue par un lecteur de la taille d'un morceau de sucre, et le tout est connecté à votre smartphone qui vous donne en temps réel le résultat, et même peut l'envoyer à votre médecin traitant. Donc, des outils pour voir à l'intérieur du corps se développent de plus en plus. C'est le concept du TBSP en abrégé, le tableau de bord santé personnalisé, comme un tableau de bord de voiture. Ici, nous avons de plus en plus des tableaux de bord santé personnalisés. Et vous voyez, ces applis se multiplient partout pour savoir ce qu'on a mangé, quelle est la fréquence de votre cœur quand vous faites du sport, est-ce qu'il bat trop vite, comment faire pour se rééquilibrer, quels sont les régimes à suivre qui tout de suite sont derrière ça. Tout ceci, je vous l'explique pour vous montrer que le numérique, les télécommunications et les objets intelligents, plus les environnements intelligents, nous permettent de nous transformer nous-mêmes progressivement en agissant sur notre propre métabolisme. Et vous allez voir comment, avec un élément extrêmement intéressant, important et très nouveau, qui est en fait l'utilisation de la génétique. Donc il y a des possibilités de nous voir à l'intérieur, et peut-être la plus étonnante, c'est cette pilule sortie par une grande compagnie internationale. Et cette pilule, elle est maintenant disponible en pharmacie. La voilà. Cette pilule, vous la prenez ici et on colle sur la peau un patch détecteur
cette pilule, elle entre à l'intérieur du corps. Quand elle est dans l'estomac, le cuivre et le magnésium qui sont à l'intérieur de cette capsule vont déclencher un courant électrique, très très léger évidemment, qui va permettre de faire des mesures pendant que cette pilule voyage à l'intérieur du corps. Et sur son smartphone, on a les résultats qui s'affichent. Et votre médecin aussi, à distance, par téléphone, peut avoir des informations. Donc vous voyez, c'est cette exploration du corps, par les outils que je viens rapidement de décrire, qui nous permet de nous transformer nous-mêmes, et même sans contact, simplement avec des nouvelles interfaces, comme vous le voyez là, des petits détecteurs de salive, d'urine, le toucher, des écrans tactiles qui détectent, par exemple, grâce à des charges électriques, la composition des protéines de la peau. En Corée, on a mis au point un écran de smartphone qui permet, en le mettant contre la joue, à une entreprise cosmétique de savoir la qualité ou la non-qualité des protéines de la peau. Donc vous voyez, il y a toute une série d'interfaces qui sont en train de se mettre en place, qui sont des interfaces de plus en plus intelligentes avec ces objets. Mais alors là, je vous ai parlé beaucoup de numérique, je vous ai parlé d'outils intelligents, d'environnements intelligents pour nous connaître mieux, pour être capable d'explorer notre corps, d'aller à l'intérieur du corps et de faire, comme je l'ai dit, ce mot un peu fort peut-être, de la bioréalité augmentée. Maintenant, est-ce que ça peut nous changer nous-mêmes? Est-ce que nous allons pouvoir nous changer de l'intérieur? Ma réponse est oui. La science nous montre, et vous le voyez sur cet écran, que de plus en plus, nous devenons des architectes de l'infiniment petit, des ingénieurs du moléculaire. Nous avons connu, et nous connaissons bien entendu l'ère des architectes et des ingénieurs qui construisent des maisons, des ponts, des chemins de fer, des locomotives, des machines d'usine. Mais maintenant, ces nouveaux ingénieurs et ces nouveaux architectes vont vers l'infiniment petit qu'on appelle les nanotechnologies, donc des technologies qui permettent de construire des nouveaux objets du bas vers le haut en assemblant des éléments les uns avec les autres, et en particulier permettant de mieux découvrir l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire notre banque d'informations, l'ADN. Alors l'ADN, évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur l'ADN, vous savez ce que c'est, vous savez qu'il y a eu des progrès considérables ces dernières années. On a 3 milliards de lettres du code génétique, 30 000 gènes, le génome, le protéome, le glycome, le métabolome, mais surtout je voudrais insister sur ce point qui est le plus récent, qu'on appelle l'épigénome, et le nom l'épigénétique. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est le moyen de nous transformer nous-mêmes en continu dans notre vie de tous les jours. Ça paraît incroyable, cette découverte date, je dirais, il y a moins de 5 ans. On en parlait déjà, mais depuis 5 ans à peu près, l'épigénétique devient presque plus importante que la génétique. Je vous explique pourquoi. La génétique, c'est comment les gènes, inscrits sous la forme de l'ADN, avec les 4 lettres du code génétique, peuvent conduire à la fabrication de protéines ou d'enzymes qui régulent le fonctionnement de notre corps. Ça, on le sait depuis longtemps, sauf que l'ADN ne change que par des mutations aléatoires dues à l'environnement, aux rayons cosmiques, à des produits chimiques. Et l'environnement va sélectionner, c'est ce qu'on appelle le mécanisme darwinien, de mutation et de sélection naturelle, les éléments favorables ou défavorables. S'ils sont favorables, l'organisme qui a muté et qui a une mutation favorable, il va continuer à se reproduire et à transmettre cette mutation à sa descendance. En revanche, si cette mutation est défavorable et pénalise cet organisme vivant, qu'il s'agisse d'une plante, d'un animal ou d'un tout petit animal, dans l'environnement, il risque de disparaître progressivement avec son ADN et donc il n'est pas poursuivi. Donc le mécanisme de mutation et de sélection naturelle est un mécanisme d'amplification. L'épigénétique, c'est tout à fait différent. L'épigénétique, c'est écoutez-moi bien le terme, l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes par le comportement. Et le comportement, il est quotidien. Qu'est-ce que c'est que le comportement? C'est la nutrition, c'est le sport, c'est le management du stress, c'est le plaisir de faire ce que l'on fait, des activités qui procurent du plaisir, c'est le réseau social et familial. Ces 5 éléments, combinés entre eux toute la journée, vont produire dans le corps des peptides, des hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui vont sur les gènes ouvrir ou fermer des séquences, inhiber des gènes qui vont s'endormir un peu, ou activer des gènes qui vont devenir extrêmement actifs et s'amplifier. Un peu comme vous auriez des tiroirs avec des recettes de cuisine, vous tirez un tiroir, vous faites un soufflé au fromage,
vous le refermez, ou il se referme, vous avez un autre tiroir, vous le tirez, vous faites un soufflé aux champignons. Ça, c'est un peu comme ça que fonctionnent les gènes. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui ouvre ou ferme des tiroirs de gènes? Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu trop technique, c'est les histones, c'est la méthylation de l'ADN qui va inhiber ou ouvrir certains gènes. Mais retenez surtout qu'on peut faire quelque chose pour soi. On peut se transformer sans changer ces gènes par mutation. On peut se transformer par son comportement. Donc, puisque nous parlons de la transformation de l'homme par l'homme, il n'est pas souvent nécessaire et toujours nécessaire de faire appel à de la robotique, à des nanotechnologies ou à des micropuces implantées. Votre comportement, une nutrition équilibrée, 20 à 30 minutes de sport par jour, le management du stress, etc., vous change. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique et c'est un élément fondamental pour mieux nous comprendre. Génome et épigénome, l'ADN, c'est seulement 2% de programme. On croyait que tout l'ADN servait à programmer des protéines et des enzymes. Maintenant, on pense que c'est seulement 2% et c'est 98% de régulation du fonctionnement de notre corps grâce à des petites molécules qu'on appelle des ARN, des micro-RNA, et ces molécules se baladent dans tout le corps et régulent le fonctionnement de notre corps. Donc, ce n'est pas un cours sur l'ADN et sur la biologie du comportement, mais c'est pour vous dire qu'on peut se transformer, puisque mon but, c'est l'homme transformé, la transformation de l'homme par l'homme. On peut se transformer par notre comportement, c'est fondamental. Et on a des outils de plus en plus puissants pour mesurer ce que l'on fait. Ici, une micropuce pour la détection de l'ARN en même pas 20 minutes. Donc ces fameux ARN qui se baladent partout dans tout le corps, on peut les détecter. On peut s'en servir pour lutter contre certaines maladies. Des puces comme celle-ci, celle que vous voyez là, AmpliChip, elle contient tous les gènes humains. Les 30 000 gènes humains sont sur cette puce. Et on peut détecter certains gènes mal formés grâce à des sondes d'hybridation, je ne rentre pas là dans des détails, qui par une certaine fluorescence permettront de savoir ce qui est positif, ce qui ne l'est pas. Et puis, il y a des laboratoires miniaturisés. Là, on rentre vraiment dans le domaine des nanotechnologies. Des laboratoires miniaturisés qui peuvent être à l'extérieur du corps, comme je le disais tout à l'heure, avec une goutte de salive, une goutte de sang connectée à un smartphone. Mais ils peuvent être à l'intérieur du corps. Il peut y avoir des nanolaboratoires, qu'on appelle des nanolabs, implantés en différents endroits, qui peuvent mesurer en continu, en quelques millisecondes, des volumes minuscules. En voici une autre, un nanolaboratoire. Vous vous rendez compte, c'est un laboratoire qui aurait pris la taille de cette pièce il y a encore une quinzaine d'années et qui là permet de faire suivre à des prélèvements de votre corps, une espèce de labyrinthe pour détecter avec un laser, amplifier l'information, détecter avec un laser et l'analyser au bout ici. Donc, des nanolaboratoires extérieurs ou implantables sont des outils peu coûteux, extrêmement rapides pour mesurer en temps réel ce qui se passe dans notre corps, avec des pilules intelligentes, un peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et avec des patchs collés sur le corps et qui peuvent envoyer des médicaments à certains endroits, eh bien, on se transforme. C'est comme, puisqu'on parle d'organes artificiels, c'est comme si nous avions un micro-rein, un micro-foie implanté qui va réguler des fonctions métaboliques déficientes. Donc là, on s'est transformé et on a utilisé des organes artificiels miniatures qui peuvent recevoir une information par les détecteurs que j'ai décrits et en même temps corriger cette information en envoyant au bon endroit et au bon moment un médicament qui va changer le métabolisme et le faire fonctionner de manière beaucoup plus efficace. Alors là, on rentre dans un territoire maintenant qui va être toute la suite de mon exposé. Vous allez voir qu'il devient inquiétant parce qu'il faut bien réfléchir à ce que nous sommes en train de faire, jusqu'où peut aller cette transformation avec ce qu'on appelle l'implantation. L'implantation, c'est de modifier vraiment le corps en introduisant sous la peau ou à l'intérieur du corps, comme cette pilule que je vous ai décrite, ou dans le cerveau, des puces électroniques ou des micro-organes artificiels qui vont exercer des fonctions, mesurer quelque chose ou envoyer de l'information vis-à-vis de l'extérieur. Il y a eu récemment un prix qui a été remis dans le cadre de Net Explorateur, remis au Sénat au mois de mars, à une jeune chinoise, Nanshu Lu, qui a mis au point un tatouage électronique. Electronic tattoo, en fait c'est un patch qu'on colle sur la peau, il colle assez fort, et qui contient des microprocesseurs mous.
Et ces microprocesseurs peuvent détecter toute une série d'informations venant du corps, mais aussi par un champ magnétique ou par certains types de radiation de l'extérieur sur ce tatouage électronique, peuvent influencer la sécrétion d'hormones ou de produits organiques sous la peau. Donc, dans les deux sens, le corps devient, avec cette électronique tattoo, une sorte d'écran tactile. Ça fait peur, mais c'est la réalité. Là, vous avez la médecine dans un microchip, dans un microprocesseur. Vous avez là un implant qui tient 400 doses, qui peut remplacer des aiguilles. Et on vient de développer, je l'ai vu il y a 3 semaines, je l'ai tweeté, pour ceux qui me suivent sur Twitter, @DeRenéJoël. J'ai tweeté que pour l'insuline et les personnes qui sont diabétiques, il y a maintenant la possibilité de réaliser la détection du manque de glucose et l'injection d'insuline par un système intégré au corps dont la durée de vie est de plusieurs semaines, sans avoir à s'injecter de l'insuline, à faire des piqûres. Donc vous voyez que là, nous sommes déjà dans l'ère de l'homme et de la femme transformés et la transformation de l'homme par l'homme. Alors abordons maintenant une partie plus biologique. Après cette hybride entre numérique et biologique, une partie biologique, je vais vous parler des organes artificiels et des tissus artificiels, ce qu'on appelle le génie tissulaire. En anglais, tissue engineering. Ce génie tissulaire, nous allons voir que ça pourra peut-être un jour remplacer les greffes, que ça pourra peut-être un jour faire repousser un membre en le faisant repousser naturellement plutôt que de mettre une prothèse. Après tout, la salamandre, et vous en verrez une photo, elle repousse sa queue ou ses pattes. Pourquoi nous ne pourrions pas le faire? Et je vais vous expliquer pourquoi on ne le fait pas. Nous, notre corps ne le fait pas. Et donc d'abord, parlons, si vous le voulez bien, des cellules embryonnaires et pourquoi elles sont tellement importantes pour fabriquer des organes artificiels. D'abord, des cellules embryonnaires, comme vous le voyez dans cette image, ce sont des cellules embryonnaires à lesquelles on ajoute des facteurs de croissance particuliers. Elles sont pluripotentielles ou pluripotentes. Pluripotentielles, ça veut dire que ces cellules embryonnaires peuvent, à partir d'un certain nombre de produits qui vont les exciter, se différencier en d'autres types de cellules que celles d'origine. Par exemple, elles vont donner du muscle, elles vont donner du sang, elles vont donner des nerfs. Donc ces cellules, c'est une révolution extraordinaire qui a valu le prix Nobel à Tamanaka, un japonais, et Thompson, un américain, où ils ont commencé par introduire dans des cellules normales des facteurs portés par des virus, et ont fait régresser ces cellules épithéliales, par exemple, des cellules de la peau, des cellules différenciées, en cellules embryonnaires. Donc on fait régresser à l'envers d'une cellule qui se développe en devenant de plus en plus socialisée, c'est-à-dire dans le corps en ayant sa spécificité, cellules de foie, cellules de cœur, cellules de rein. Tamanaka et Thompson ont réussi à faire régresser des cellules qui étaient déjà différenciées, comme des cellules de la peau, et à les faire se transformer en cellules embryonnaires, pouvant donner tout autre type de cellules. Et c'est une révolution parce qu'on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de ces cellules embryonnaires déjà dans le corps à l'état latent. Elles attendent, elles se remplacent. Et la bonne nouvelle, c'est que dans notre cerveau, ça s'appelle la neurogénèse. Ça aussi, c'est une autre transformation que nous pouvons faire grâce à notre intérêt au monde, notre curiosité. Nous pouvons refabriquer des neurones. On a toujours pensé qu'on naissait avec un stock de neurones une fois pour toutes et puis on ne faisait que les perdre. Pas du tout. Dans certaines conditions, certaines cellules, comme des cellules gliales ou des astrocytes, peuvent se retransformer en neurones. La neurogénèse, c'est démontré maintenant. Et ça dépend aussi du comportement. Ça dépend de la curiosité, de l'intérêt, de la vision qu'on a des choses, du monde, de la relation, du contact, du réseau, de beaucoup de choses. Donc les cellules embryonnaires dans le corps, elles existent, elles sont là. Alors, les voilà. Voilà des cellules souches embryonnaires, elles ont des formes différentes, c'est magnifique, c'est très très beau. Et ces cellules souches embryonnaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut les faire repousser sur une matrice biodégradable. Mot compliqué, je vais expliquer ce que c'est. On peut fabriquer par exemple une fausse vessie, c'est-à-dire avec des matières plastiques, comme savent le faire les chimistes, on crée la forme d'une vessie avec des hydrogels ou des produits chimiques que les cellules vont détruire en les mangeant.
Mais ces cellules embryonnaires vont pousser sur la surface, détruire l'échafaudage qui a permis de les fabriquer, et la forme ensuite est celle d'une vessie. Donc on a fabriqué avec des cellules embryonnaires, grâce à un échafaudage, une sorte d'artifice, une vessie fonctionnelle. Alors quels sont ces échafaudages? Qui est-ce qui les a mis au point? Eh bien, le grand pape du tissue engineering est américain, s'appelle Robert Langer du MIT, où j'ai travaillé pendant pas mal d'années. Et Robert Langer, il a réussi à fabriquer ce que vous voyez là, des scaffolds, des échafaudages. On prend des cellules embryonnaires, on utilise cela pour faire des tissus vivants. On peut refabriquer de la peau que l'on peut remettre à quelqu'un qui a été brûlé, par exemple. Surtout si les cellules embryonnaires ont été prélevées sur une personne et la réimplantation ne va pas être rejetée, puisqu'il n'y a pas de rejet immunitaire. Donc, comment on fait? Alors voilà certains matériaux que vous voyez ici, ce qu'on appelle des échafaudages biodégradables pour le génie tissulaire. Ici, vous avez de l'ADN et des nanotubes. On fabrique des nanotubes de carbone, par exemple, on les mélange à de l'ADN et on fabrique une sorte de matériau composite sur lequel on va pouvoir faire pousser ces fameuses cellules embryonnaires qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon des éléments qu'on leur rajoute, vont se différencier en rein, en cœur, en tissu cardiaque, en tissu de foie ou en tissu de la vessie, ou en tissu musculaire. Voilà une autre formule ici. On peut utiliser du PGA, qu'on appelle de l'acide polyglycolique. On peut utiliser d'autres matrices pour des tissus cardiaques. Voilà à quoi ça ressemble tout ça. Et grâce à ça, on va fabriquer le succédané, en quelque sorte, de l'organe que l'on veut fabriquer et on fait pousser les cellules dessus. Alors regardez ici, grâce à de l'hydrogel, l'hydrogel c'est une sorte de produit chimique qui contient énormément d'eau, et on a réussi à fabriquer l'équivalent de cordes vocales. Vous voyez là, l'équivalent de cordes vocales qui peuvent vibrer, cordes vocales synthétiques. Ça a été fait en juillet 2011 par MIT et Harvard. Ici, vous avez une matrice biodégradable assez complexe, faite en sandwich, qui va servir à faire pousser des cellules embryonnaires dessus et qui a été faite par le fameux Robert Langer du MIT. Alors ça, c'est déjà une première méthode. Donc retenez que pour fabriquer des organes artificiels, très simples, on n'est pas encore à faire un cœur qui bat complètement, mais vous allez voir qu'on a réussi à recréer, à refaire battre un cœur qu'on avait vidé de toutes ces cellules. Mais ça correspond à une première méthode pour fabriquer des organes artificiels. Je vais vous en décrire deux. Donc la première méthode, vous avez compris, c'est de fabriquer un succédané de l'organe et de le faire coloniser par des cellules embryonnaires qui vont se différencier en le colonisant grâce à des produits qu'on rajoute. Et ces cellules vont détruire la matrice, ou quelquefois la matrice reste. L'hydrogel n'est pas gênant, il est compatible avec les matériaux biologiques du corps, et redonner la forme de l'organe. On a fait des cartilages du nez, on a fabriqué des morceaux de crâne d'une personne qui avait été trépanée, et vous allez voir qu'on le fait avec une deuxième méthode qui va vous surprendre, mais que je vais aborder dans quelques instants, avec du faux cartilage, enfin du cartilage reconstitué pour, en quelque sorte, refabriquer un nez accidenté ou un morceau de crâne abîmé par un traumatisme grave, un choc, un accident. Alors ces organes artificiels, ils peuvent être également transplantés. On peut, si vous voulez, ici, en voilà quelques-uns qui ont été faits. C'est la réalité, ce que je vous dis. On a fabriqué des morceaux d'intestin grêle. Et voilà les photos. Ça, c'est artificiel. Et ça fonctionne in vitro comme les organes réels. Ici, vous avez une trachée qui a été fabriquée entièrement par la technique que je vous ai expliquée de colonisation par des cellules embryonnaires. Cette trachée, voilà une vessie qui a été fabriquée, et même, ils ont été réimplantés. Cette trachée, organe artificiel, a été réimplantée en Suède en juillet 2011. Donc celle que vous avez vue tout à l'heure, celle-là, eh bien, elle a été réimplantée dans un corps humain et elle fonctionne. Ça, c'est la première méthode. C'est déjà stupéfiant, mais je vais vous montrer comment on va arriver à la seconde méthode qui est encore plus étonnante.
comment on va arriver à la seconde méthode? Alors d'abord, on a une multitude de travaux dans beaucoup de laboratoires, dans une trentaine, une quarantaine de laboratoires dans le monde, qui essayent de fabriquer du foie, des reins, des vessies, voilà la vessie de tout à l'heure, un rein artificiel qui fonctionne comme un rein et qu'on peut réimplanter des morceaux. Ça s'appelle un bioréacteur, HepoLife. Hepo, ça vient de hépatique, bioréacteur, foie artificiel, et une vessie artificielle qui, au bout de 6 à 8 semaines, voilà comment on la fabrique et comment elle grandit. Mais revenons un instant, un tout petit peu en arrière, sur la question de ce qu'on appelle la médecine régénérative, où, encore une fois, le génie tissulaire et la possibilité de fabriquer des organes qui poussent, qui croissent naturellement d'eux-mêmes. Alors, on part de modèles qui existent dans la nature. La salamandre que vous voyez là, la salamandre, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience quand vous étiez petit ou même plus grand, si on lui coupe la queue, ou un lézard, mais la salamandre c'est encore plus spectaculaire, on lui coupe une patte, et qu'est-ce qu'on voit? On va voir que la patte ou la queue commence à pousser par un bourgeon, ce bourgeon pousse, et il reconstitue du cartilage, des nerfs, des muscles et des tendons. Alors, dans de nombreux laboratoires du monde, on se pose la question, mais attendez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour reconstituer des morceaux du corps, régénérer des morceaux de notre corps? Alors là, il faut faire une petite pause et se poser la question, pourquoi le corps ne régénère pas? Notre corps ne régénère pas. Si, il régénère un petit peu. Chez un tout petit enfant, il peut régénérer une petite partie d'une phalange. Nous pouvons régénérer des morceaux de foie. Pas la totalité d'un foie, mais des morceaux. Donc on régénère un petit peu, mais pas beaucoup. Pourquoi? Question intéressante. Parce que la nature a choisi, entre guillemets, ces mutations, sélection naturelle, la cicatrisation plutôt que la régénération. Parce que la cicatrisation, c'est beaucoup moins coûteux en énergie, ça va beaucoup plus vite et ça peut tout de suite réparer quelque chose, le sang ne coule plus, ça s'arrête. Alors que beaucoup d'animaux régénèrent des membres, régénèrent des éléments entiers avec, comme je l'ai dit, muscles, tendons, peau, nerfs, cartilage, etc. Alors, je ne vous dis pas le nombre de laboratoires dans le monde qui, grâce aux cellules embryonnaires, grâce à ces connaissances diverses que j'ai décrites tout à l'heure, grâce à la simulation informatique, essayent de permettre la fabrication d'un bras, la fabrication d'un foie, refaire pousser de l'intérieur l'organe. C'est ce qu'on appelle la médecine régénérative. C'est une des grandes ambitions des années 2020, 2030, 2040, 2050. C'est en fait, plutôt que greffer de l'extérieur, faire repousser de l'intérieur. Vous vous rendez compte l'enjeu extraordinaire que ça représente et à quel point c'est un défi. Alors la seconde méthode, nous sommes toujours dans la première méthode, qui, je le rappelle, c'est de fabriquer un artifice, faire pousser des cellules embryonnaires dessus et lui donner la forme que l'on veut et le fonctionnement, vous l'avez vu pour l'intestin, le micro-foie ou la micro-vessie ou la vessie. La deuxième méthode, alors là vous allez être étonnés pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des imprimantes 3D, je vais vous le dire bien entendu, c'est d'imprimer l'organe. C'est de fabriquer l'organe en 3D, directement en l'imprimant. Alors, vous savez comment fonctionne une imprimante. Vous avez un ordinateur, vous avez une photo sur votre ordinateur, vous mettez print ou imprimer, et puis votre photo sort en couleur à plat, en 2D. Mais maintenant, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui nous passionne à Universcience. On a même un laboratoire qui s'appelle le Fab Lab, le laboratoire de fabrication, où on a des imprimantes 3D. Alors, petit retour en arrière, pourquoi c'est tellement important? Parce que la grande phase d'Internet dans laquelle nous sommes est une phase de numérisation. On transforme des atomes, des molécules, en bits électroniques qui circulent dans les ordinateurs, dans les réseaux, sur Internet, qui servent aux emails, qui servent à imprimer des documents. La force d'Internet, c'est la numérisation. Mais tout d'un coup, comme vous le voyez sur mon second titre ici, c'est qu'on est en train de passer des bits aux atomes et aux molécules, en utilisant des bits numériques qui sont sur des ordinateurs, en les voyant tourner sur l'écran, et en mettant print connecté à une imprimante 3D pour fabriquer des objets en 3 dimensions, comme ceux que vous voyez là.
Ah, c'est fabriqué par des imprimantes 3D. Et à quoi ça ressemble une imprimante 3D? Ben, en voilà une. Ici, elle est commercialisée pour le grand public. Elle coûte le prix d'une imprimante à jet d'encre. En voilà une plus grande pour une entreprise. Et voilà le genre de choses que ça fabrique. Des engrenages, un crâne pour un prof de sciences nat, des pièces de voiture, des pièces automobiles. Dans tous les matériaux que l'on veut, on peut fabriquer en alliage, en céramique, en plastique. Les architectes s'en servent pour fabriquer des petites maisons comme des maisons de poupées. Alors l'imprimante 3D, comment ça marche? Vous avez plusieurs techniques. Vous avez une technique qui consiste à passer très très vite et à cracher sur un support un matériau qui se solidifie. Et plus l'imprimante monte, plus le nez de l'imprimante monte, plus l'objet se fabrique. On peut faire une bouteille en tournant comme ça en plastique. Il y a une autre technique qui consiste à polymériser un liquide plastique. Par exemple, celle-là, elle fonctionne comme ça. Ici, vous avez une cuve dans laquelle il y a une plateforme en haut, un laser qui attend l'ordre et un liquide dedans que vous rechargez, un liquide plastique qui va être polymérisé, c'est-à-dire en le chauffant avec le laser, il va durcir. Donc vous allez sur Internet, par exemple, avec vos enfants, chercher une pièce de Lego. Vous savez, ces jeux qu'on assemble, et il en manque une. Vous allez la chercher, vous la modifiez sur Internet, vous choisissez la couleur, vous la voyez sur votre ordinateur, vous la faites tourner, tout le monde est content. Maintenant, on passe à un stade très impressionnant de l'impression de la pièce solide. Et on dit, vous êtes d'accord, on prend cette pièce-là, oui, on appuie sur imprimer, l'information est transmise de votre ordinateur à cette imprimante 3D, le laser se met à tourner autour de la plateforme, il solidifie le plastique, la plateforme descend, et quand tout le liquide est épuisé, vous prenez des gants, c'est un peu chaud, et vous sortez la pièce en 3D devant vos enfants totalement ébahis, et vous aussi d'ailleurs, parce que quand même, fabriquer un objet plastique à partir du numérique, c'est quand même hallucinant. On peut fabriquer des très gros objets, on peut faire des coques de catamaran, on peut faire des voûtes de maisons d'architectes. Tout ceci devient une industrie à laquelle la France commence à s'intéresser dans les grands programmes prioritaires du gouvernement que vous avez vu, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, les programmes d'avenir. Eh bien, la France considère sérieusement qu'elle a des atouts très importants dans des endroits où on va avoir des TPE, des toutes petites entreprises, des PME, des associations d'artisans. Pour autour des imprimantes 3D dont les prix diminuent de plus en plus, on va pouvoir fabriquer chez nous des objets qu'on sous-traite à la Chine, à Singapour ou à la Corée du Sud, dont on a besoin tous les jours. Donc c'est un grand enjeu économique et industriel. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a des bio-imprimantes 3D qui commencent à sortir, où c'est plus simplement du plastique qu'on va utiliser, mais ce sont des cellules vivantes. Alors, pour vous donner une idée de ce que fait une imprimante 3D. On peut faire des chaussures. Nike fait des chaussures imprimées aux imprimantes 3D. Et ils permettent à des internautes d'inventer des modèles de chaussures, de les renvoyer à Nike. Et Nike les met en ligne sur son catalogue. Et si ces chaussures inventées par des jeunes ou des moins jeunes sont vendues, eh bien les gens touchent des royalties. Donc il y a une espèce de coproduction grâce aux imprimantes 3D. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la robe imprimée par imprimante 3D en tissu plastique. Et cette robe, elle est portée par une ravissante créature qui s'appelle Dita Ventis, que voici. Et voilà sa robe, qui a été imprimée par une imprimante 3D. Donc on peut faire tout, des gants, des chaussures, des montures de lunettes, des brosses à dents, des peignes, des bijoux, des colifichets. Alors, abordons la question des imprimantes 3D bio. Des bio-imprimantes 3D, c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, la société Organovo, aux États-Unis, qui est la première à s'être lancée dans ce secteur qui passionne l'industrie pharmaceutique et même l'industrie cosmétique pour corriger des défauts cosmétiques du visage. Voilà du tissu musculaire fabriqué par une imprimante 3D. En fait, ça fonctionne comme une imprimante à jet d'encre. Vous avez vu l'imprimante à jet d'encre, elle a une buse, on appelle un nozzle, et l'encre de couleur est choisie au fur et à mesure par l'ordinateur, qui est dans l'imprimante 3D, et projette sur du papier les couleurs au fur et à mesure que vous imprimez une photo. Eh bien, la première idée est venue il y a quelques années à des jeunes chercheurs du MIT de remplacer l'encre par un liquide biologique nutritif qui permet de maintenir en bonne santé et en bonne vie des cellules embryonnaires.
Et ils ont essayé d'abord avec des cellules cardiaques, et pour ceux qui l'auraient vu déjà dans des films ou dans des vidéos, des cellules cardiaques que vous cultivez dans un milieu nutritif, dans une boîte spéciale, elles pulsent, elles se contractent. Et puis elles poussent des espèces de tentacules les unes vers les autres, et quand elles sont toutes connectées, elles se mettent à battre ensemble. Et donc ces chercheurs ont mis des cellules embryonnaires cardiaques à l'intérieur à la place de l'encre, et ils ont projeté ça sur un tissu, et quand les cellules se sont connectées entre elles, elles se sont mises à battre ensemble, ce qui est quand même assez étonnant et qui mérite... Alors le truc que j'ai sauté quand même, parce que je voulais vous le montrer, mais je ne l'ai pas vu arriver, c'était le cœur. Vous avez vu passer... Oui, voilà. Je reviens en arrière une seconde, parce que je veux quand même vous montrer ça, c'est assez étonnant. Voilà. Ça, ce n'est pas vraiment un cœur reconstitué par imprimante 3D ou par la première méthode que je vous ai décrite, mais c'est quand même une expérience étonnante qui a été faite en janvier 2008. On a pris un cœur de rat, on l'a vidé, on l'a lavé de toutes ses cellules, de telle sorte qu'il ne reste plus que l'échafaudage, comme cette pièce où on en relèverait tout, les fauteuils, les tapis, les projecteurs. Et ensuite, grâce à des cellules embryonnaires ou à des cellules de jeunes rats, on a recolonisé ce cœur et il s'est mis, au bout d'un certain temps, à rebattre. Une fois qu'il était vide, là il était carrément mort, et recolonisé avec ses cellules, il s'est mis à rebattre. Non pas à la vitesse d'un cœur normal, simplement 3 à 4% du fonctionnement du cœur, mais c'est pour vous dire qu'on a réussi finalement à reconstituer un organe, mais ce n'est pas la technique que je vous expliquais ici, du tissu musculaire fabriqué par une imprimante 3D. Mais on va beaucoup plus loin que ça maintenant. Et ça, depuis un an, c'est un véritable Eldorado pour beaucoup de chercheurs. Si vous voulez googler quelqu'un de très intéressant, il s'appelle Anthony Allen. Il est indiqué ici. Anthony Atala. Anthony Atala. Vous pouvez retenir son nom et le googler. Vous allez trouver des vidéos sur Internet extraordinaires. Et là, il a réussi à fabriquer une valve réutilisable cardiaque. Vous savez que les valves cardiaques sont ceux qui permettent l'aiguillage du sang dans les bons circuits, si j'ose dire. Et souvent, il y a des personnes qui ont des maladies graves, ils sont obligés d'être opérés, leurs valvules cardiaques doivent être opérées. Et là, Anthony Atala, et d'autres maintenant l'ont fait, a réussi à fabriquer l'équivalent des valvules cardiaques. Et vous verrez sur la vidéo qu'il y a sur Internet, on les voit pulser comme des valves naturelles. Donc c'est réimplantable et c'est fait avec des tissus vivants. Alors maintenant, je voudrais terminer en allant vers quelque chose qui est encore plus futuriste et inquiétant, mais déjà en pleine réalisation dans les laboratoires, c'est l'aspect robotique. C'est-à-dire le fait que des organes artificiels que vous avez vus sont en tissu biologique. Ils sont faits de cellules embryonnaires, ils sont faits de cellules naturelles en quelque sorte. Mais on peut parfaitement penser à un bras robotique, un bras bionique, pour quelqu'un qui a été amputé, qui communique avec le cerveau. Vous avez vu ça à la télé de plus en plus, on a même des mains qui agissent en fonction de la pensée. Mais c'est connecté au corps. Et je vais essayer de vous montrer aussi qu'on peut le faire avec des organes robotiques qui ne sont pas connectés au corps, qui sont reliés par Internet à distance. Et ça pose une question fondamentale que je pose déjà tout de suite, j'espère qu'on aura la possibilité d'en discuter dans quelques minutes, c'est est-ce qu'un homme ou une femme déconnecté de son corps, dont les bras et les jambes seraient à distance, et qui commanderait par la pensée, est toujours un être humain? Ou un être mécanique, biologique, électronique et numérique? Est-ce qu'il a la qualité que nous appelons humaine? Est-ce que l'homme en pièces détachées est toujours humain? Je pose la question, je ne vais pas la résoudre, mais on en discutera un peu peut-être tout à l'heure. Donc regardons où on va avec ça. La première étape, c'est la possibilité, c'est la biotique en fait, de faire vivre ensemble des cellules vivantes et des microprocesseurs. Ici, vous voyez un neurone qui pousse sans trop de problèmes sur du silicium d'un microprocesseur. Et on a fait l'expérience plusieurs fois. On peut envoyer de l'information au neurone par le microprocesseur et on peut recueillir l'information du neurone ou de plusieurs neurones par le microprocesseur et l'envoyer à un ordinateur. Ça a été fait déjà depuis 7 à 8 ans et ça existe et ça fonctionne. Maintenant, on a été un peu plus loin. Ici, Miguel Nicolelis,
qui travaille à la Duke University, a utilisé un singe, un old monkey, parce qu'il a des gros yeux comme ça. Et ce singe, il a une particularité, c'est qu'il y a des électrodes dans son cerveau qui contrôlent la partie, enfin qui prennent de l'information sur la partie du cerveau qui contrôle le bras droit, les muscles du bras droit et les mains du singe. Donc ces informations sont transmises à un petit boîtier que le singe a à côté de lui, ici, près de lui, et son bras est attaché. Et ce singe se trouve devant une caméra, enfin un écran de télévision, un téléviseur en couleur. Et qu'est-ce qu'il voit, ce singe, sur cet écran? Il voit qu'à Boston, à 1000 km de là, 950 km de Durham University, donc Boston, Caroline du Nord, il y a un bras articulé, que vous voyez là, qu'on appelle le robot arm, que j'ai vu fonctionner. Et ce singe, il voit sur l'écran en couleur des bananes et des tablettes Mars. Pareil qu'ils aiment beaucoup ça aussi. Et donc il les veut. Donc son cerveau dit à son bras, devant l'écran, prends la tablette Mars ou prends la banane. Alors il avance son bras, il avance sa main et il ne prend rien parce que c'est dans le vide de l'écran. En revanche, l'information est transmise par Internet au bras robotique qui, lui, se trouve à Boston. Et ce bras robotique, effectivement, il avance à la vitesse du bras du singe. Il prend la tablette Mars et il l'amène devant la caméra. Pas très sympa pour le singe. Mais Nicolélis m'a dit qu'il faisait des efforts pour qu'il y ait le sens du toucher et peut-être le goût. Enfin bon, je veux bien. Mais donc, c'est pour vous dire qu'un être humain pourrait parfaitement, et je vous donnerai un exemple en terminant dans un instant de ce qu'a fait Luc Steels, un chercheur belge qui est absolument hallucinant, pourrait commander à distance des bras, des jambes, même éventuellement sur la planète Mars avec un certain décalage ou sur la Lune. Donc voilà déjà une expérience. Autre expérience encore plus étonnante qui est assez récente, elle date de janvier 2008. Les mêmes équipes avec des Japonais ont fait fonctionner ce gros robot. Vous voyez un humain là à côté et ce robot mesure 1,50 m. Il est très sophistiqué, il est compliqué. Et là le singe, il court sur ce qu'on appelle un home trainer. Et il fait comme on fait de la course à pied de manière fixe. Et devant lui, il y a un grand écran où il voit ce robot. Et il s'amuse beaucoup, parce que plus il court vite, plus le robot court vite. Et le tout étant transmis, pas à 1000 km, à 10 000 km entre les États-Unis et le Japon. Donc les informations des muscles, tous les muscles du singe, et on peut même prendre son électroencéphalogramme, ici, sont transmises à ce robot qui court à la même vitesse que le singe, et qui copie les gestes. Le plus étonnant, c'est que si le singe s'arrête, le robot continue pendant un certain temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mémoire cérébrale. C'est un peu comme la mémoire rétinienne. Si vous regardez une lumière et vous fermez les yeux, vous voyez toujours cette lumière. Et là, on a découvert un phénomène auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est qu'il y a une sorte dans le réseau, et en même temps dans les cerveaux du singe et du robot, il y a une sorte de mémoire qui fait qu'il y a quelque chose qui se continue. Donc là, ça pose la question du temps réel et du délai. Si le singe était mort, le robot continuerait à fonctionner. Bon. Donc voilà comment on peut contrôler à distance. Alors maintenant, ce sont des technologies qui se développent de plus en plus dans le monde. Ça s'appelle BAT en abrégé, ce qui veut dire Brain Activated Technologies. Ça a pris une ampleur considérable. Vous avez vu à la télé, il y a à peu près 3 ou 4 mois, cette femme qui était paralysée totalement dans ce qu'on appelle la maladie d'enfermement, elle ne peut absolument pas bouger, mais par son cerveau, grâce à des ondes cérébrales transformées par un ordinateur, elle peut contrôler un bras robotique qui lui apporte un verre avec une paille et elle peut boire. On a vu ça à la télé. Donc son cerveau contrôle ce bras robotique. Mais même, on a été plus loin. On utilise ça pour des jeux vidéo. Loin de nous, le Wii de Kinect, où on gesticule devant des écrans. Maintenant, il y a une société américaine qui le commercialise. Et c'est un petit bandeau qu'on met sur le cerveau avec une oreillette, un peu comme mon Madonna, là, mais sur le cerveau, ici, qui capte les informations et on peut contrôler, comme avec un joystick, un jeu vidéo. Donc de plus en plus, les interfaces cerveau-robot, cerveau-machine vont se développer avec les avantages et les inconvénients immenses que vous pouvez imaginer, les risques essentiels. Mais plus loin encore, c'est d'aller directement dans le cerveau.
Ici, vous avez une expérience de Ted Berger, qui a été d'ailleurs financée par la DARPA, la défense américaine, où on a introduit dans l'hippocampe d'un animal, l'hippocampe c'est une zone du cerveau très importante liée à la mémoire, une puce électronique qui rétablit un circuit coupé. Par un accident, par exemple, si on a une disconnexion entre certaines zones du cerveau, eh bien, le fonctionnement de l'hippocampe peut continuer à fonctionner, à réapprendre la mémoire de l'animal qui a été traité de cette maladie et pouvoir réexécuter un certain nombre de fonctions qui avaient disparu. Donc, à la fois, on peut contrôler des machines et des robots par le cerveau, à la fois le cerveau lui-même peut être modifié par une implantation qui rétablit certains circuits. Beaucoup pensent à des implants de mémoire. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou une très mauvaise idée? Certains pensent à introduire des terabits d'informations dans le cerveau, ça veut dire l'homme augmenté et l'égalité dans tout ça. Ceux qui vont pouvoir se permettre et ceux qui ne l'auront pas, est-ce qu'ils vont être des diminués et des augmentés, des alpha et des oméga, comme Aldous Huxley les appelait dans Le meilleur des mondes? On y va, hein, le meilleur des mondes, on y est déjà là. Donc tout ceci est à la fois passionnant et extrêmement inquiétant. Je vais terminer par 2 diapos qui sont un peu sous forme de conclusion. C'est que si nous allons dans cette direction-là, et on y va, il n'y a aucun doute que la relation entre le cerveau et le réseau dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'écosystème numérique qu'on appelle encore Internet, c'est derrière nous Internet, on est dans un écosystème numérique, nous ne sommes plus devant des ordinateurs, nous sommes dans, écoutez-moi bien, dans un méga ordinateur mondial. On n'est plus devant un ordinateur avec un clavier, et même ce qu'on a dans notre poche, ou nos iPhones, nos smartphones, on est dans l'ordinateur. On est un neurone d'un macro-organisme planétaire, ce que j'ai essayé de décrire dans mon livre de 1995, L'homme symbiotique, et on va vers ce que j'appelle ici le symbionet ou le Web 5.0, c'est-à-dire un écosystème numérique que nous contrôlons et qui nous contrôlera aussi par notre cerveau et qui risque aussi d'influencer notre cerveau. Donc le spectre de Big Brother, là aussi, qui avait été décrit dans un autre livre, 1984, de Orwell, devient une possibilité. Et je vais faire encore un pas de plus. Je vais vous décrire ce qu'a fait Luke Steele, ce chercheur belge dont j'ai parlé. Il en a même fait une œuvre vidéo de science-fiction. L'idée, c'est d'avoir des armées de robots, pas des armées, ce n'est pas un très bon terme, mais disons des escouades de robots anthropomorphes en différents endroits du monde qui attendent dans une sorte de vestiaire, suspendus comme ça, ils ne font rien. Et puis on download des éléments de son cerveau numérisés qui vont dans les circuits et qui s'infiltrent à l'intérieur de ces robots neutres, en quelque sorte passifs, et les réactivent. Et donc, on a des biorobots reprogrammés par téléchargement d'informations venant du cerveau de certaines personnes. C'est la vraie science-fiction, c'est 2100 ou même ça n'existera jamais, mais cette possibilité est clairement étudiée par de nombreux chercheurs dans le monde de pouvoir télécharger des informations du cerveau pour transformer des robots inactifs en robots actifs. Alors dans tout cela, dans cet homme symbiotique, qui est le titre de mon livre que j'ai écrit en 1995, qu'est-ce que veut dire un corps étendu? Un corps dont les fonctions seraient séparées. Voilà, mon corps il est là, j'ai mes jambes connectées à mon corps, mes bras connectés à mon corps, je vois mes mains, je vois ce que je fais. Mais ça devient possible que ce corps soit dissocié de lui-même, que des bras robotiques soient à distance et fassent quelque chose, qu'une tête soit à distance et fasse quelque chose, ça paraît complètement fou, mais ce n'est pas impossible non plus, que des jambes permettent à un robot de marcher, c'est vos jambes, mais c'est vos jambes sans être vos jambes, mais c'est vous qui les contrôlez à distance. Et la question que je pose, c'est avec ces organes artificiels et avec ces organes robotiques, est-ce que ceux qui les contrôlent et qui les font marcher comme si c'était les leurs sont toujours des humains ? Ou au contraire, nous avons atteint une autre ère de l'évolution de l'humanité, des sortes de surhommes, ou cette théorie que j'aime pas du tout, enfin je vous expliquerai pourquoi si vous me posez la question, qu'on appelle les transhumanistes, dont on parle énormément en ce moment partout, parce qu'il y a des très grands scientifiques transhumanistes. Quelqu'un, j'espère, me posera la question. Je ne suis pas d'accord du tout avec les transhumanistes, et je vous expliquerai pourquoi. Mais quand même, la question est posée.
c'est une question philosophique, c'est une question éthique, c'est aussi une question économique, parce que certaines personnes auront les moyens de se payer ce genre d'outils et d'autres pas. Et donc, on va détruire la base de l'égalité qui fait la force de notre vie en société. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, alors je regarde s'il y a des tweets, et peut-être que des gens ont tweeté, mais je sais pas. En attendant, vous pouvez comme ça préparer vos questions et je y répondrai avec grand plaisir. Je vais regarder. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a un micro qui arrive dans la salle. Merci. Justement, qu'est-ce qui vous gêne dans le transhumanisme? Merci. Alors d'abord, qui sont les transhumanistes? Première chose. Les transhumanistes sont des scientifiques comme Ray Kurzweil, un vraiment très grand scientifique, c'est lui qui a inventé les premières machines à traduire, ou bien un biologiste anglais qui s'appelle Aubrey de Grey, D-E-G-R-E-Y. De Grey, lui, carrément dit on n'a pas appliqué les techniques de l'ingénierie à la biologie. Avec l'ingénierie, on peut fabriquer un ordinateur, on peut fabriquer une machine, on a des règles d'assemblage, mais la biologie, ça reste complètement empirique et on fait à peu près n'importe quoi. Et alors, il a édicté 7 règles de base pour, à partir de la biologie, refabriquer des organismes, refabriquer du vivant, refabriquer de la fonctionnalité. Ray Kurzweil, lui, il va carrément plus loin. Il a écrit partout ce qu'il appelle le point de singularité. Enfin, beaucoup de scientifiques pensent que le point de singularité, c'est en 2050, 2060, 2080, on ne sait pas exactement quand. Il arrive à ce point où les machines qui nous entourent et qu'on a créées vont devenir plus intelligentes, en quelque sorte, vont nous dépasser. On va vivre en sorte de compromis entre ce monde, ces machines et nous. Et il dit, il a 59 ans, je crois, ou presque 60, et il dit... avec tout ce que je fais pour être en forme, les suppléments alimentaires, la gymnastique, l'exercice, les oméga 3, ce que vous voudrez, si je vis encore 20 ans, I will never die. J'ai 60 ans, si je vis encore 20 ans, les progrès de la biologie seront tels que je ne mourrai pas. Bon, c'est Ray Kurzweil, mais beaucoup de gens le pensent. Les transhumanistes sont des immortalistes. Ils pensent que grâce à des puces implantées, grâce à des organes poussant de l'intérieur, ils prennent le modèle d'un avion de transport, par exemple un Airbus A320, il a peut-être 20 ans, mais il est nickel parce qu'il est surveillé tout le temps, dès qu'il y a une petite pièce qui ne va pas, on la remplace, et il dit, le corps c'est pareil, on sera sous maintenance permanente, on sera checké avec des outils comme ceux que je vous ai décrits, les apps de vos smartphones vous permettront de savoir, tiens, un truc qui est déglingué ici, un truc qui est déglingué là, on le répare, on le remet, et puis vous continuez. 120, 130, 140, 150, 200 ans, 250 ans, 300 ans, pourquoi pas. Ils y croient tous. Eh bien, pourquoi moi je suis opposé à cette vision transhumaniste? Parce que je pense que c'est extraordinairement élitiste et extraordinairement égoïste. C'est une vision de ceux qui pourront se permettre ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui va être anodin sur le plan économique ou sur le plan commercial. Il va y avoir des entreprises qui vont se lancer dans ce truc-là, des tests qui vont se lancer dedans également. Et d'autre part, si vous voulez, ça conduit à des hommes et des femmes différents, à des degrés, des classes différentes d'humains, augmentés ou pas augmentés, immortalisés ou pas immortalisés, parce que soit on ne le veut pas, soit parce qu'on ne le peut pas, parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc je pense que c'est une vision qui n'est pas éthique, et que c'est une vision qui est peut-être passionnante sur le plan scientifique, mais qui est un peu à l'encontre de la nature, dans la mesure où la mort a besoin de la vie, et la vie a besoin de la mort, puisque, comme vous le savez, Hubert Reeves a été un des premiers à le dire, le nombre d'atomes de l'univers est constant. Les étoiles fabriquent constamment de la matière, mais la matière se redégrade, se refabrique, et donc quand vous mourrez, si vous vous mettez dans un coffret en plomb et puis vous restez complètement enfermé là-dedans, vous ne contribuez pas beaucoup au recyclage de la nature. Il vaut mieux se mettre dans un bon vieux truc en bois, ou comme font les Indiens, se faire incinérer, ou bien comme font dans la religion juive, on se mettait dans un suaire, et puis on laissait les gens se dégrader, et l'herbe poussait en dessous, etc. Donc, il ne restait plus que les ossements qu'on mettait dans une urne en calcaire. Donc voilà, je pense que les transhumanistes, bon, j'ai peut-être été un peu rapidement, j'ai peut-être choqué certains d'entre vous, mais je pense que même si c'est passionnant sur le plan scientifique et sur les efforts biologiques qu'il faut quand même faire pour prolonger la vie. Enfin moi, je suis de ceux qui pensent que plutôt que de vivre vieux, il est passionnant de vieillir jeune.
on essaye tous de l'appliquer à son propre corps. Moi, je fais des efforts de nutrition, d'exercice, de sport pour rester en forme à mon âge et j'espère encore dans 30 ans. Donc vivre 110 ou 120 ans, je ne suis pas contre du tout, au contraire. Mais le concept même du transhumanisme, ça, je suis assez opposé. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est juste deux questions. Sur l'épigénome, c'est ce qu'on l'épigénétique, oui. Ouais, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes, c'est pas la force psychologique de quelqu'un. Ça, c'est une première question. Et puis une deuxième, ça serait sur les puces qu'on commencerait par ingérer. Ça ne poserait pas de problème, excusez-moi, au niveau des portiques, pour les gens de sécurité. Alors, il faut que vous reposiez vos questions en parlant plus doucement, parce que j'ai eu des mal à comprendre. Sur l'épigénétique. Oui, l'épigénétique. Oui, on parle de foi, de force génétique, la force psychologique de quelqu'un. En face d'une difficulté, il peut se dépasser parce qu'il a une force psychologique. Je ne comprends pas. Quelqu'un comprend? Mieux que moi? Dites-moi. Dites-moi ce que vous avez compris. C'est psychologique, c'est ça? Ouais, la force. Une force. Est-ce que l'épigénétique représente une force psychologique? D'accord. Alors, je vais d'abord essayer de répondre à ça, et puis ensuite la seconde question que vous reposerez. Non, la seule force psychologique, c'est de savoir que l'on peut faire quelque chose pour son corps. Beaucoup de gens disent, vous les connaissez comme moi, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, donc je fume des cigarettes, je m'en fous, ça me fait plaisir, je bouffe n'importe quoi, j'aime la grande bouffe, j'ai la bonne chair, ça m'est égal. C'est un choix psychologique. Mais de savoir qu'on peut faire quelque chose pour soi et qu'effectivement le corps vous en donne les résultats, parce que les résultats sont en quelques semaines. Mutation, sélection naturelle, ça prend des siècles, beaucoup plus, des centaines de milliers d'années ou des millénaires. Mais si vous pratiquez quelques règles psychologiques en le voulant, donc effectivement, il y a la volonté de le faire, vous allez voir les résultats tout de suite sur vous. Vous êtes un laboratoire ambulant. Vous allez être plus résistant, avoir plus de force, être moins malade, dormir mieux. Et simplement en changeant ces 5 choses, nutrition, exercice, management du stress, réseau social et familial et plaisir. Donc oui, il y a de la psychologie dans les effets de l'épigénétique, si ça répond à votre question. Et l'autre partie? Bon, c'était juste une question de curiosité. Ça me fait rire un peu moi-même. C'est sur les puces qu'on aura ingérées pour capter les informations. Ah, oui. Alors ça c'est vraiment inquiétant. Le tatouage électronique dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez sur Google, si ça vous intéresse, vous tapez Electronic Tattoo, T-A-T-O-O. Electronic Tattoo, et vous allez le voir, on le voit très bien. Et maintenant, il y a une entreprise anglaise qui a pris la licence de cette jeune chinoise Nanshu Lu et qui produit des tatouages électroniques qui passionnent les médecins, évidemment. Parce que le corps devient comme un écran tactile. Vous pouvez, depuis ces tatouages électroniques, qui est un microprocesseur mou, capter du corps des informations transmises à un smartphone. Toute série d'informations. Vous paramétrez les microprocesseurs pour prendre certains types d'informations. Ça, c'est du sens du corps vers l'extérieur. À la limite, OK. Mais il y a l'autre sens. Il y a de l'extérieur vers le corps. On sait déjà, par exemple, que sur le cerveau, certaines fréquences d'ondes, les fameuses ondes, font dans le cerveau quelque chose. On sait que les ondes du téléphone, par exemple, qu'on dit dangereuses, le sont peut-être, on n'a pas encore tout à fait les preuves, mais on sait que certains enzymes, comme l'aspartate transcarbamylase, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sert au transport du calcium intermembranaire, sont modifiés. Le rythme de 24 heures, qu'on appelle le rythme circadien, est modifié par un rayonnement électromagnétique. Donc si par un rayonnement électromagnétique capté par une puce, on peut modifier l'intérieur du corps, vous imaginez à quoi ça peut conduire. Si c'est volontaire, effectivement, pour l'industrie cosmétique, ça les passionne, parce qu'on peut fabriquer des peptides à l'intérieur du corps, des endorphines, de la vasopressine, de l'ocytocine, je m'excuse, je suis un peu technique, mais grâce à quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais ça pourrait être aussi non voulu. On pourrait influencer, en mettant quelqu'un dans une condition de signer un contrat, et en le mettant dans un champ magnétique qui va favoriser la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, du bonheur, du bien-être, etc. La négociation se déroule, mais nickel. Personne va signer tout tranquillos. Donc il faut réfléchir aussi à ces atteintes à la liberté humaine par une infiltration extérieure d'informations qui changent votre corps. Ça aussi, c'est la transformation de l'homme par l'homme, mais ça, c'est pas dans le meilleur sens. Oui ?
On va vous donner un micro. On a jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h15, c'est ça? Vous me dites, hein? 8h30, pour ceux qui veulent préparer des questions ou partir, s'ils doivent le faire, le fassent sans tranquillement. Allez-y. Merci, monsieur. Pour moi, mais je pense pour nous tous, c'est très, très grand honneur de vous écouter, d'autant plus que je viens de terminer L'homme symbiotique. 1995, il y a un petit bout de temps, c'est pas facile à lire, hein, mais merci infiniment, surtout que vous dirigez Univers Science. Alors, j'ai 2 questions ou 2 interpellations. La première, moi, je suis aussi une passionnée des transhumains et vous m'avez montré la différence. Transhumains, vivre éternellement. Mais ma question est, vous êtes probablement contre, comme vous me l'avez expliqué, mais est-ce que c'est pas l'avenir? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes opposé, mais est-ce que c'est pas l'avenir, une sorte d'éternité? Première question. Et la deuxième question qui m'a beaucoup interpellée sur, si vous voulez, le fait que le cerveau peut diriger à distance des robots. Moi, ça me fait extrêmement peur, parce qu'au niveau des guerres, ça me fait même beaucoup plus peur. Au niveau des guerres à distance, qui existent d'ailleurs un petit peu aujourd'hui avec ces avions, aux États-Unis, vous savez, ces drones. Mais là, donc ça me fait terriblement peur. Et je ne comprends pas pourquoi l'objectif n'est pas justement de faire que ces robots soient transplantés sur l'être humain. Pourquoi cette femme, si vous voulez, qui ne pouvait plus bouger, pourquoi est-ce qu'on lui a mis ailleurs un bras? Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas sur elle? Vous voyez, tout est un peu flou. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment des questions passionnantes sur le plan philosophique. Je vais essayer de répondre à la première. Pourquoi ce n'est pas l'avenir de l'humanité de ne pas mourir? C'est que, comme je le disais, l'évolution de la vie est liée à la mort, au recyclage. Comment? C'est pas ça ma question. Ah d'accord. Pourquoi? Alors, redonnez le micro. Non, je comprends, monsieur. Mais c'est pas ça ma question. Mais même si vous êtes contre, quel qu'en soit, c'est pas c'est pas le pourquoi. C'est pas philosophique, c'est scientifique. Est-ce qu'on ne va pas pas y arriver? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on ne va pas y arriver? Merci. D'accord. C'est possible qu'on y arrive. Est-ce que c'est souhaitable? C'est possible qu'on y arrive. C'est possible qu'on y arrive. Il y a des animaux qui sont pas immortels, mais quasiment immortels. Ils se mettent en hibernation. Il y a des animaux qui vivent des centaines d'années. La tortue, la baleine, enfin, un siècle ou 2. Je crois qu'on va vers une meilleure compréhension des mécanismes biologiques du vieillissement. Ça nous intéresse tous, qui font qu'on peut ralentir le vieillissement. D'ailleurs, on l'a commencé à le faire, puisque l'espérance de vie s'accroît d'un trimestre par an, pour différentes raisons, de prévention notamment. Mais imaginez, si ça s'accroît d'un trimestre par an, ça fait qu'en 10 ans, ça s'accroît de 4 ans. En 40 ans, de 12 ans. Et donc, l'espérance de vie qui est de 84 ans pour hommes et femmes confondus aujourd'hui aura 12 ans de plus, 96 ans en 2040-2050. Bonjour la retraite à 65 ans. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'on y va. Plein de gens et plein de laboratoires travaillent vers ça. La grande question, c'est une humanité qui ne mourrait pas, des vieux qui restent vieux, des jeunes qui vont arriver en compétition de plus en plus forte avec ces vieux qui ont du pouvoir, qui sont riches parce qu'ils ont accumulé de l'argent au fur et à mesure qu'ils l'ont placé, par exemple. On crée des distorsions sociétales absolument incroyables. Donc je pense que certains vont y arriver. La grande question sociétale, des choix de société, c'est est-ce qu'on voudra que ce soit souhaitable ou pas? Est-ce qu'on voudra y aller ou non? C'est une magnifique question. C'est comme les mères porteuses, c'est comme la PMA, c'est comme toutes ces questions, les transplantations d'organes au début. On se pose des questions éthiques. C'est d'ailleurs pour ça que la France a créé des comités d'éthique et parmi un des premiers pays au monde à avoir créé des comités d'éthique. Donc pour répondre à vos questions, je pense qu'on va y aller. Mais ma réponse est une réponse de Normand. Mais on pourrait y aller, mais on n'ira pas, pour des raisons éthiques, sociales et d'égalité. Attendez, il y avait une autre partie dans votre question. C'était L'autre partie, c'était pourquoi... mon autre partie, c'était pourquoi... c'est très dangereux, si vous voulez, le cerveau qui manipule des robots. Pourquoi... J'avais cru, mais j'ai compris, j'avais cru que vous aviez une question sur la guerre. Mais oui, c'est là aussi. Et je me disais, pourquoi ne pas remplacer tous les guerriers par des robots? C'est exactement ce que je veux dire aussi. C'est exactement ce que je veux vous dire. Et puis il y avait la dame qui avait un bras qui n'est pas dans son corps. Pourquoi pas travailler plus
Il y a les deux parties. Bah, d'abord, il faut arrêter de faire la guerre. Qu'elle se fasse par des robots ou non, la violence est quelque chose qu'il faut chercher à éviter. Et donc, l'idée de fabriquer des robots qui se tuent les uns les autres, c'est déjà non seulement dans la science-fiction, mais dans la tête de beaucoup de dictateurs, dans la tête de beaucoup d'armées. Le drone que vous mentionnez, qui voit absolument tout, qui est dirigé depuis Atlanta et qui, en Afghanistan ou en Iran, fait sauter une bagnole, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est un robot, incroyable. Mais c'est cette violence qu'il faut chercher à éviter. Donc, de fabriquer des robots qui s'entretuent, c'est peut-être mieux que de tuer des humains, mais c'est aussi affreux. Alors, cette dame qui avait le bras dont je parlais, il est connecté à sa chaise. Elle est dans une chaise qu'elle peut faire bouger par la pensée aussi, et le bras est connecté à cette chaise. Donc, ce n'est pas son bras, il n'est pas greffé sur elle, mais il est connecté à la chaise. Autre question? Oui? Ici, attendez, il y a un micro qui arrive. Là. Merci. Oui, je voulais savoir comment fait-on bouger par la pensée? Parce que j'arrive pas à comprendre comment je peux... La pensée peut contrôler une machine mécanique. Comment j'y arrive à faire ça? Alors, vous y arrivez par un entraînement de concentration. Il y a ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme, ce sont des ondes que l'on peut voir à l'extérieur. D'ailleurs, on vous fait une analyse d'électroencéphalogramme pour détecter certaines malformations du cerveau ou la schizophrénie ou certains types de maladies. Et on peut entraîner sa pensée à se concentrer sur un objet, à se concentrer sur une tâche, sur un écran. Et à ce moment-là, il y a une variation de l'électroencéphalogramme. Donc, on analyse ces trains d'ondes avec un système mathématique. On utilise d'ailleurs ce qu'on appelle la théorie du chaos. Contrairement à ce que son nom indique, la théorie du chaos veut dire qu'on va prendre une quantité d'informations et les filtrer pour arriver à un signal propre qui peut déclencher une action. Et c'est comme ça que les signaux du cerveau filtrés et amplifiés peuvent déclencher comme un interrupteur une machine ou un robot. Ah oui, tout le monde peut y arriver. Avec les jeux vidéo nouveaux, vous pouvez vous entraîner quelques minutes et vous arrivez à contrôler votre jeu vidéo avec ce truc qui s'appelle Netsky, qui est un gadget qu'on vend maintenant dans les magasins de jeux vidéo. Pour information, en fait, on aura une intervention au mois de mai dans le cycle qui démarre jeudi. Ah oui. Corps et esprit, une intervention justement sur la robotique. ce sujet. Pardon. Là, il y avait une dame ici. Oui. Juste, je voulais soulever le point. Est-ce que c'est préférable d'avoir des trafics d'organes par rapport à ce qui est proposé dans le futur? Trafic d'organes, ça veut dire que... Qui existe encore. Oui, qui existe malheureusement toujours. Le trafic d'organes veut dire que des femmes font de la procréation médicalement assistée, par exemple, pour avoir des enfants dont on va utiliser... D'abord, il y a ça aussi, des enfants qui sont fabriqués pour être pris en pièces détachées. En Colombie et dans certains pays, ça existe. Et puis, il y a eu le don d'organes, évidemment, qui est beaucoup plus noble. C'est que quelqu'un inscrit dans son testament que ses yeux, certains éléments de son corps peuvent être redonnés à d'autres personnes qui souffriraient de telle ou telle maladie. Moi, je pense que ça restera toujours très noble de faire des dons d'organes. Ça va être pendant assez longtemps assez exceptionnel de fabriquer... Oui, de trafic d'organes, malheureusement, ça va continuer, si vous voulez. C'est comme le trafic de drogue. Vous avez vu qu'on est passé des drogues agricoles, le pavot, l'opium, la cocaïne, qu'on cultive et qu'on voit du ciel et qu'on peut détruire, à des drogues chimiques. Le MDMA ou l'ecstasy ou toutes les drogues chimiques fabriquées en Chine et qui arrivent sur tous nos marchés, je suppose que beaucoup ont été utilisés pas plus tard qu'avant-hier dans les émeutes qu'il y a eu, sont des trucs qui rendent les gens fous complètement. C'est des drogues chimiques. Et moi, je prédis, je l'ai écrit dans L'Homme symbiotique, pour ceux qui l'ont lu, je prédis les drogues électroniques. C'est-à-dire que comme j'ai expliqué que du cerveau, on pouvait contrôler une machine, eh bien, on peut se mettre 2 pastilles sur les tempes et avec un espèce de mini CD dans un ordinateur comme un iPhone, envoyer des impulsions dans ces pensées de plaisir du cerveau. Quand vous voyez un beau tableau, quand vous entendez une belle musique, vous allez avoir certaines zones de votre cerveau, on le voit en IRM fonctionnel, qui vont être activées, ça se voit. Eh bien, ces éléments, tout simplement des pastilles conductibles, pourront être amplifiés par un petit mini-disque que vous allez acheter dans la rue et qu'on ne pourra pas vous interdire d'acheter et qui vont rendre les gens tellement fous, tellement de plaisir, qu'ils peuvent en mourir. Si vous donnez à un rat le choix
d'appuyer sur une pédale qui lui donne de la nourriture, ou sur une pédale qui directement injecte dans sa zone de plaisir du cerveau une décharge électrique, il choisit le plaisir. Et il meurt de faim. Bon. Donc il y aura des trafics d'organes, comme il y en a des trafics de drogue, on ne pourra pas l'éviter, même si on fabrique des organes artificiels. Parce que ça restera quand même assez restreint, il faut une machine spéciale, il faut des imprimantes 3D, on ne l'a pas encore pendant longtemps, et ça va peut-être qu'un jour ce sera banalisé dans 50 ans. Mais pour le moment, je ne le vois pas à ce point-là. Je le vois qu'à l'état expérimental. Monsieur, je vous remercie de cette conférence qui est passionnante. Science de choisir des sujets. Ah oui. Ah oui. Je me demandais, pour revenir sur le sida, qui est une maladie qui touche beaucoup des millions de personnes dans le monde, de quelle manière la recherche scientifique aujourd'hui peut intervenir pour essayer de résoudre cette difficulté humaine immense. Alors c'est une difficulté humaine immense, vous avez raison de le dire. Vous parlez du sida, on peut parler aussi du cancer, ou plutôt des cancers. C'est-à-dire que ce sont des maladies multifonctionnelles avec des multiples causes enchevêtrées. Le sida, c'est un virus diabolique, parce qu'il s'insère dans les cellules immunitaires, il détruit l'immunité qui devrait le détruire lui-même. Il se propage à l'intérieur de ce système. Et il reste résident parce que son ADN s'intègre à l'intérieur de l'ADN et se réveille de temps en temps. Donc c'est un virus absolument diabolique, mais qui est tellement de cibles, il y a tellement d'endroits pour l'atteindre, qu'on y arrive quand même maintenant avec des thérapies très lourdes. Vous savez que les personnes qui sont séropositives sont obligées de prendre, et survivent maintenant, mais sont obligées de prendre 20 ou 30 médicaments très agressifs. Donc c'est parce que est une maladie qui est conduite par le virus à des multiples accès, qui est extrêmement difficile à détruire. Et on peut dire la même chose des cancers. Parce que les cancers, des moments se divisent. On fait 20 cancers, 30, 40, 50, 1000 par jour. Mais ils sont détruits par les systèmes normaux de défense du corps. C'est quand le cancer n'est pas détruit, qu'il commence à envahir, puis ensuite il métastase, qui devient extrêmement dangereux. Et là aussi, on est encore presque sans armes. On a des éléments sur la leucémie. On arrive à traiter des leucémies. On arrive à traiter maintenant un cancer sur 3, guéri complètement. Mais là aussi, il y a encore des problèmes sans solution qui sont posés à l'humanité. Et même si de très nombreux laboratoires travaillent dans le monde, et peut-être par des approches différentes que l'approche de la destruction systématique des cellules, peut-être, ou du virus, peut-être qu'il y a les moyens de remobiliser, c'est une grande stratégie mondiale actuelle, de remobiliser les défenses du corps en leur permettant de lutter contre le virus ou contre les cellules cancéreuses. Oui ? Suite à la question ? En fait, vous avez parlé de la possibilité de régénérer les cellules. Oui. Alors justement, à travers ces recherches, est-ce qu'il y a la possibilité d'intervenir d'une manière plus radicale qu'à travers un traitement qui pallie certaines des cellules détruites? Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut reconstruire des cellules ou qu'on peut reconstruire des cellules qui soient saines? C'est tout l'espoir de ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, la thérapie moléculaire, la thérapie génétique. On l'a déjà fait. On a enlevé des cellules malades de certains corps. Je ne veux pas décrire les maladies, ça a été reporté dans beaucoup d'articles scientifiques et même à la télévision. Par génie génétique, on modifie les gènes malades. On réintroduit des gènes sains, fonctionnels, capables de fabriquer la protéine ou l'enzyme qui était manquante, et on réinsère ces cellules après avoir fait un traitement immunitaire qui empêche le rejet cellulaire, dans la moelle osseuse notamment, et ces cellules recolonisent le corps, et ce sont des cellules saines qui peuvent redonner vie à une personne dont les cellules étaient en train de se détruire. On y pense pour des quantités de choses, notamment la maladie d'Alzheimer, certains cancers, des maladies cardiovasculaires. C'est deux grands termes à retenir, c'est la thérapie génique et la médecine régénérative. C'est deux grandes tendances actuelles très poussées dans le monde entier. Thérapie génique et médecine régénérative, avec ce que j'ai expliqué. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous avez parlé de dispositifs électroniques, j'ai envie de dire, palpables, que nous connaissons, que nous manipulons, parfois même, ou avec des microscopes, mais ce sont des outils d'une certaine taille. Vous nous avez pas du tout parlé de la nanotechnologie qui intervient au niveau des molécules, voire des atomes.
Et donc un système d'intervention qui est encore plus fondamental que des dispositifs mécaniques ou électroniques tels qu'on les a tous dans nos différents engins portables et personnels. Vous avez parfaitement raison, c'est une question très importante. J'en ai pas parlé parce qu'il fallait que je limite mon sujet aux organes artificiels, mais évidemment un de mes grands sujets, j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est les nanotechnologies. Et en particulier, je vais dans le sens de votre question, l'électronique moléculaire. Vous savez que les ordinateurs d'aujourd'hui, et même les puces qui sont dans nos iPhones, nos smartphones, fonctionnent à partir de silicium, de germanium, d'arsénure, de gallium. Tous ces noms compliqués sont les transistors, comme on les appelait jadis, qui permettent de faire circuler les électrons dans un sens ou dans l'autre, de créer des registres, des mémoires, et faire fonctionner ces systèmes avec des bits d'information, oui ou non, 0 ou 1. Bon. Mais de plus en plus, on est en train de mettre au point l'électronique moléculaire. C'est-à-dire que ce sont des molécules, maintenant, qui permettent de conduire le courant, comme dans des fils, des molécules qui peuvent, des protéines qui peuvent conserver de la mémoire. La rhodopsine, par exemple, est une protéine qui a 2 états, un état 1, un état 2, donc elle peut avoir un état binaire, conserver de l'information à l'échelle minuscule. On pourrait avoir, grâce à ces mémoires moléculaires, l'équivalent de toute la bibliothèque du Congrès américain, toute la très grande bibliothèque de France, tenue dans la taille d'un morceau de sucre, ou plus petit. Donc on va vraiment vers des nanomémoires, des nanocircuits, des nano-ordinateurs, même des nano-bio-ordinateurs. Je vais vous donner un exemple, c'est l'ADN. L'ADN est une mémoire absolument prodigieuse et qui se conserve très très bien. Et d'autre part, l'ADN peut être utilisé comme ordinateur. On a fabriqué un ordinateur à ADN pour résoudre le fameux problème du voyageur de commerce. Le voyageur de commerce va d'une ville à l'autre, il ne doit pas repasser par les mêmes villes, donc c'est un algorithme assez compliqué. Eh bien, l'ADN l'a résolu, bien sûr en une semaine. Mais grâce à l'ADN, on a tagué des molécules qui étaient Boston, une molécule qui était à New York, avec un morceau de la fin de cet ADN et le début de l'autre qui permettait de faire la connexion entre 2 villes. On a mélangé tout ça, ensuite on a analysé ce qui en sortait et on a résolu le problème du voyageur de commerce avec de l'ADN, mais ça a pris une semaine. Alors certains travaillent à réduire ce temps en mettant des machines en parallèle pour que ça aille beaucoup plus vite et qu'on fasse computer l'ADN. Exemple. Deuxièmement, il y a une expérience extraordinaire qui a été faite en décembre 2012. On nous parle souvent de ces questions des mémoires. Quand je fais des conférences sur le numérique, les gens me disent « Mais est-ce que vous êtes sûr, monsieur de René, que les mémoires de nos ordinateurs sont toujours valables dans 100 ans ? Est-ce que les flash memory sont valables ? Les notaires doivent conserver des archives 1 siècle. Est-ce que, regardez ce qui s'est passé avec les bandes magnétiques, elles sont collées les unes aux autres et il y a des vidéos qui sont perdues. Alors, il y a une réponse, je ne vais pas en parler là, c'est les mémoires holographiques, les mémoires quantiques, mais je vais vous parler de la mémoire ADN. Puisque j'ai parlé de l'ADN comme computer, je vais vous parler de l'ADN comme stockeur d'informations. L'expérience qui a été faite par un très grand scientifique américain, il s'appelle John Church. Et John Church est un des papes de ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Mon autre bouquin, publié en 2010, Et l'homme créa la vie. La biologie de synthèse consiste à essayer de fabriquer des organismes vivants à partir de pièces détachées. Grand sujet. Et John Church a écrit un livre de 182 pages sur la biologie de synthèse. Et il a eu l'idée de le numériser, ça tout le monde le fait, on peut le lire sur un Kindle, mais il a eu l'idée de le transcoder en ADN. C'est-à-dire il a pris tous les caractères de son livre, il les a transformés en 0 et 1, et grâce à un logiciel qu'on connaît, il a transformé ces 0 et 1 en A, T, G, C, adénine, thymine, guanine, cytosine, les 4 lettres du code génétique, et il a créé une séquence d'ADN de 4 ou 5 millions de paires de bases qui contient les 182 pages de son livre. Il était tellement content avec ça qu'il a rajouté la photo de sa femme, la photo de ses enfants et un message d'amour à sa femme. Écrit dans l'ADN. Alors, comment on lit ensuite? C'est très bien ça. Alors, l'ADN va se conserver. On a de l'ADN de dinosaures qu'on va chercher dans des ossements de dinosaures qui a 30 millions d'années. Et ça, il n'a pas bougé. Il est un petit peu abîmé, on le répare, avec différentes techniques. Donc, ça se conserve, l'ADN. C'est hyper solide. Et donc, son livre... Dans l'ADN, comment on fait? On utilise une machine à décrypter l'ADN qui s'appelle Ion Torrent, qui est la plus rapide actuelle dans le monde entier. Et Ion Torrent, en quelques heures, permet de décrypter les 3 millions de paires de bases en un texte numérique, 0 et 1. Et ensuite, on le remet dans un Kindle et on lit. Donc, c'est pour vous dire que l'ADN, c'est réponse à votre question, les molécules, de plus en plus, vont jouer un rôle dans la computation. On va faire de l'ordinateur avec de l'électronique moléculaire et de l'ordinateur avec de l'ADN. Et l'important,
et là c'est tout à fait le sens de votre question, c'est que ces bio-ordinateurs sont biocompatibles. C'est-à-dire que dans le monde des protéines et des enzymes et des tissus vivants et des cellules embryonnaires, ils sont à l'aise. Et donc on peut imaginer, et ça va dans le sens de la question de la dame de tout à l'heure, on peut imaginer des corps hybrides, humains, mécaniques, électroniques moléculaires, dans lesquels on a greffé des propriétés de traitement métabolique et de computation qui n'existent pas dans la nature, ou même de traiter des maladies par des moyens implantés qui ne sont pas des médicaments qu'on prend tout le temps. Donc, vous voyez, votre question m'emmène très loin, mais elle est passionnante et je vous en remercie. Mais pour rêver un peu, c'est à quelle échéance? L'électronique moléculaire, c'est maintenant. L'électronique moléculaire, c'est maintenant. Je veux dire que déjà, des gens comme Christian Joachim à Toulouse fabriquent des circuits, des registres, des mémoires fondés sur des molécules et pas seulement sur du silicium, de l'arsénium, de gallium. L'implantation de cette électronique moléculaire, la jeune chinoise Nanchu Lu l'a fait avec le patch, l'électronique tattoo. Les circuits sont mous, ce n'est pas des circuits électroniques classiques, donc on y est, c'est cette année. Alors ensuite, de faire une carte mère de type de celle qu'il y a dans votre iPhone ou dans un ordinateur, molle, transplantable et biocompatible, c'est à 20 ans. À 20 ans. 20 ans, ça fait 2033. C'est pas trop loin, mais on y va. Je faisais dire ça avec le sourire, mais je suis quand même inquiet. Monsieur, j'ai une question à vous poser, justement. Oui, madame. Parce que vous vous posez la question de l'humain. Oui. Est-ce que c'est encore un humain quand ses membres sont déconnectés de son corps? Donc, je sais que les critères de la vie ont changé au cours des années, n'est-ce pas? Donc, quels sont les critères qui font qu'on est humain? Vous savez, je ne peux pas vous répondre à ça. Mais justement, c'est tous les livres philosophiques de Nietzsche, de Platon, de Kierkegaard, de Kant, dans toute la philosophie, depuis le début de la philosophie, c'est la réflexion, c'est qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce que c'est que d'être humain? Par rapport aux matières, par rapport au cristal, par rapport à l'air, au vent, à l'eau. Et on a des idées, on peut décrire. C'est comme la vie, si vous voulez. La vie, j'ai écrit un bouquin en 1965. Oui, les critères ont été modifiés au cours des ans. Les origines de la vie, dans laquelle je décris, c'est la propriété d'autoconservation, d'autoréparation, d'auto-évolution. Tout ça, c'est le critère du vivant, que le cristal n'a pas. Il peut se reproduire, le cristal, mais il ne peut pas se métaboliser lui-même. Donc, on peut définir la vie par un certain nombre de propriétés, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a des tas d'autres choses. On pourrait aujourd'hui, puisque vous dites que les propriétés évoluent, que la vie est la résultante de l'interaction et de la convergence de nombreux processus qui font émerger une propriété nouvelle qu'on appelle la vie. La vie, c'est plutôt le résultat de l'interaction dynamique des éléments que de ce que chacun des éléments contient qui s'additionnent les uns aux autres. Vous voyez? Déjà, nous, dans la société humaine, on fait une société vivante par nos interactions, nos communications maintenant avec les réseaux électroniques et le numérique. Donc ces propriétés se modifient constamment. Mais l'être humain, c'est un être capable de conscience, réfléchi, capable d'abstraction, capable d'émotion, capable de sentiment, capable d'art, de création, d'invention, d'innovation. L'ordinateur commence à faire des choses comme ça. L'ordinateur commence à le faire. Il y a un grand débat scientifico-philosophique de la science-fiction de l'ordinateur qui va dépasser l'homme. On n'arrête pas de me poser cette question. Monsieur Dornay, quand est-ce que vous pensez que le point de singularité de Ray Kurzweil sera atteint, le moment où l'ordinateur va être plus intelligent que vous? Mais déjà, il est plus intelligent quand vous pensez à un standard téléphonique, à un ordinateur d'un avion, d'un Airbus A320 que je mentionnais tout à l'heure, mais ça fait des trucs d'une complexité hallucinante. Ce Big Blue qui joue aux échecs avec Kasparov et qui le bat, et il est quand même très très fort. Mais est-ce qu'il a le sens de l'émotion? Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il peut aimer quelqu'un, cet ordinateur, et lui dire, avec un poème ou une musique écrite pour cette personne qu'il aime? Est-ce qu'il peut? Non, il ne peut pas. Quand il pourra, alors là, je me poserai d'autres questions. Mais je pense, je réponds toujours à cette question, mais monsieur Dornay, vous n'avez pas peur que les ordinateurs nous dépassent? Je ne dis pas du tout. Au contraire, quand ils nous auront dépassés, on sera ailleurs. Comme la machine qui a pris la force physique nous a permis de créer, d'inventer, de faire l'innovation, la réflexion. Voilà l'aspect positif des choses. Il y a aussi la guerre. Mais je pense que l'ordinateur qui fera des fonctions machinales de notre cerveau nous permettra peut-être d'évoluer vers l'amour, la solidarité, la générosité, le partage, des fonctions qui aujourd'hui sont inhibées par notre égoïsme, notre volonté de violence, notre volonté de domination, notre volonté de pouvoir. Si la machine prend le relais de certaines de ces choses, alors peut-être, je dis peut-être, nous évoluerons vers un autre état
de l'humanité. En fait, je le crois. Merci. C'est pas de la foi, c'est de la science. Monsieur? Alors, j'ai la dame là-bas qui attend. Ah, une dame qui a posé une question, vous après, monsieur. Je reviens. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je voulais juste revenir en arrière sur ce que vous aviez dit sur les cellules embryonnaires. Comme quoi on pouvait reconstituer l'intestin ou la trachée. Est-ce que l'on peut aller plus loin et reconstruire un œsophage? C'était une simple question. Il y a un projet américain qui s'appelle Printer Heart, dans lequel ils essayent de reconstituer. La robe que vous avez vue tout à l'heure, un textile artificiel, a été faite par morceaux et ensuite recousue les uns aux autres pour donner cette robe entière. Deuxièmement, il y a des imprimantes 3D qui fabriquent des imprimantes 3D. Elles sont auto-reproductibles. On en a une ici, qui s'appelle une RAP. Elle fabrique des pièces d'imprimantes 3D qu'on peut assembler pour refaire d'imprimantes 3D. Donc, ces éléments de reproduction se mettent en route. Donc, pour fabriquer un cœur, et le projet s'appelle vraiment Printer Heart. D'ailleurs, vous l'avez vu sur une de mes diapos, c'était écrit en dessous, Printer Heart. Ça veut dire fabriquer des éléments du cœur et permettre de les assembler de manière naturelle. Parce que les cellules ont une propension incroyable à vouloir se mettre ensemble, comme des colonies, comme une société, comme nous. Ils ont volonté de communiquer. Si vous prenez des cellules cardiaques, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des neurones, elles se mettent à pousser des filaments entre eux et à constituer un réseau, comme nous, avec nos réseaux numériques, nos réseaux sociaux, etc. Donc l'idée de Printer Heart n'est pas complètement idiote, d'utiliser des imprimantes 3D pour fabriquer des éléments cardiaques, la valvule que vous avez vue, les éléments cardiaques, les tuyaux, la tuyauterie, et reconstituer tout ça, pour essayer de faire un cœur artificiel. Mais peut-être aussi, il sera plus intelligent de faire pousser un cœur de l'intérieur, comme la salamandre qui repousse certains membres. Donc il y a plusieurs voies pour y parvenir. Mais on va y aller. C'est un des grands enjeux de la médecine régénérative. Excusez-moi, là on parle de cœur, mais là moi je parle d'œsophage. On dit que c'est impossible. D'œsophage? D'œsophage. Oui, ben ça c'est fait. L'œsophage a été fabriqué et réimplanté et il fonctionne très bien chez quelqu'un. Il marche. De façon artificielle? Complètement artificielle. Et une vessie, les dents, les dentistes, on utilise maintenant non seulement des dents sculptées par des imprimantes 3D, mais les Japonais ont réussi à faire l'année dernière, à partir d'un germe de dents, faire pousser une dent entière avec la pulpe, les nerfs et l'émail. Alors, non, pas dans la bouche, en culture. Ils n'ont pas encore fait pousser dans la bouche, mais ils vont essayer. Excusez-moi, où peut-on trouver cette reconstitution ou d'organes? Voilà. Alors, la meilleure piste, c'est le monsieur que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez accès à Google? Oui. Oui. Ben oui. Il n'y a pas beaucoup de bouquins qui parlent de ça. Il y en a, bien sûr. Mais sur Google, vous aurez tout de suite accès à des vidéos. Oui. Et si vous googlez ce monsieur dont je vous ai mis le nom tout à l'heure, je vais vous repasser sa diapo. Oui, je veux bien, merci. Et vous allez voir, il fait une intervention dans ce qu'on appelle TEDx. TEDx, TED veut dire Technology Entertainment Design. C'est un truc qui a un succès mondial absolument colossal, qui donne 18 minutes à des spécialistes, artistes, philosophiques, scientifiques, pour s'exprimer sans pupitre, sans notes, avec un micro comme ça, devant 100 ou 1000 personnes, sur une estrade, comme des mannequins de haute couture. C'est très stressant. Moi, j'en ai fait 3 comme ça, je peux vous dire que c'est hyper stressant. Et ce monsieur Atala explique comment il fait des organes artificiels. Il est hyper applaudi et il montre ses vidéos. Donc, ça s'appelle TEDx et il s'appelle Anthony Atala. A-N-T-H-O-N-Y A-T-A-L-A. Et donc, il explique How to whip a usable heart sur TEDx. Anthony Atala, de Wake Forest Institute. Commencez par ça. Et ensuite, ça vous emmènera à d'autres liens. Où pratique-t-il Comment? Où peut-il pratiquer, finalement? Où est-ce qu'on peut le pratiquer? Oui, lui, où pratique-t-il? Voilà. Bien sûr, il fabrique des organes implantables maintenant. Il le fabrique à Wake Forest University Institute. Il y est, mais il n'est plus le seul. Hein. Il y a beaucoup d'autres. Il y a au moins une vingtaine de laboratoires qui font ça maintenant. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Oui, madame? Oui, vous avez le droit. J'ai un monsieur non, il y avait un monsieur d'abord, le monsieur avec la chemise rouge. Attendez, on va lui passer le micro.
Merci. Je voulais vous demander, est-ce que tout ce qui est à base d'électronique, et je repense notamment à votre dernière slide où vous disiez qu'on était à l'intérieur d'un ordinateur, est-ce que ça n'entraîne pas une très grande fragilité? C'est-à-dire, est-ce que, on parle des cyberattaques et tout ça, est-ce qu'on ne crée pas un monde qui, en plus, nous touche dans notre vie même, puisqu'on pourrait peut-être arrêter des choses qui sont en nous, est-ce qu'on ne crée pas de plus en plus de fragilité avec tout cela? Absolument. Mais en même temps, on lance la protection. J'explique. La fragilité est liée à des concentrations qu'on appelle des hubs dans le réseau planétaire Internet, dans lequel nous sommes devenus des neurones, en quelque sorte, dans ce cerveau planétaire. Et si une destruction simultanée, je dis bien simultanée, de plusieurs grands hubs est faite par une attaque, une cyberguerre, et bien là, il y a un risque que certains éléments se désagrègent assez vite et conduisent à des pannes importantes d'Internet. Sauf que Internet a été construit, comme d'ailleurs le corps humain, pour être incroyablement redondant. Ce terme de redondance est très important. Redondance, ça veut dire que quelque chose peut supplanter une autre. Votre corps, par exemple, la température de votre corps est réglée par 7 mécanismes indépendants qui convergent à 37 degrés. Les frissons, la thermorégulation d'un organe, etc. Donc c'est redondant. Notre corps, du fait qu'on subit quand même pas mal de maltraitance, des accidents, on tombe, ou on a des insomnies, on dort mal, on va dans le métro, on risque d'attraper des microbes. Tout ceci fait qu'on survit quand même assez longtemps pour le moment, 84 ans d'espérance de vie, peut-être 120 ans, j'espère, bientôt, parce qu'on est redondant. Donc le système Internet, le système électronique, l'ordinateur à l'intérieur duquel nous sommes, peut être fragile, mais l'homme l'a fait et l'a construit pour être de plus en plus redondant. Ce qui n'empêche quand même qu'il y a des cyberguerres qui sont déclenchées. Il y a à peu près un mois, Barack Obama a lancé une cyberguerre contre la Chine. La presse n'en a pas beaucoup parlé. Mais c'est vrai, il y a des milliards de dollars qui sont dépensés, d'abord pour contrer les hackers chinois et la cyberguerre de destruction de certaines zones stratégiques de l'économie américaine qui existent. Donc ce n'est pas du tout de la science-fiction, seulement on en parle très très peu parce que ça fait tellement peur, comme ces vols de cartes de crédit que vous avez vu, ces hackers qui ont été piégés il y a 3 jours et qui ont détourné des centaines de millions de dollars ou d'euros grâce à ça. Donc ça existe, ça fait tellement peur, on n'en parle pas, mais c'est là. Donc le système est fragile, le système a des virus comme notre corps, mais la seule réponse c'est la redondance et la capacité à contrer immédiatement et à détecter l'attaque ou l'erreur pour la contrer. Mais vous avez raison. Et puis les radiations, on vit dans un univers de radiation dont on ne sait pas trop ce que ça fait dans le corps. On a des idées, mais ça fait des choses. Les radiations électromagnétiques à basse et à haute fréquence. Oui. Merci de m'accorder une autre question. J'en prie. Vous avez parlé dans l'homme symbiotique, je n'avais pas très bien compris, du numérique moléculaire, c'est ça? L'électronique moléculaire. Électronique moléculaire. Mais je voudrais comprendre, monsieur. Oui. L'ADN est la matière vivante, l'essence même de la matière vivante. Quand vous parlez d'ADN, de molécules, je suis perdu, c'est du synthétique. C'est pas une matière vivante, vous voyez ce que je veux dire? L'ADN, c'est l'essence même de la matière. Je comprends pas. C'est une simulation. Non. Je comprends pas. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai pas un mot un peu trop fort, mais je l'emploie volontiers. Vous faites du vitalisme en disant ça. C'est-à-dire? L'ADN, c'est une molécule chimique. Vous la laissez dans une fiole pendant 30 millions d'années et elle reste de l'ADN chimique, c'est de la chimie. Notre corps, c'est de la chimie. La biologie, à la base, c'est de la chimie. Il n'y a pas de substance vitale, il n'y a pas de substance animale, animée. Rien n'existe, c'est que l'interaction de tout ça qui produit ce qu'on appelle la propriété vie. Donc, il va falloir que je me renseigne. Oui, l'ADN n'est pas vivant, absolument pas vivant. Parce qu'on dit, c'est son ADN, on a retrouvé ça, c'est meurtrier, c'est l'ADN. Son ADN, c'est une mémoire chimique. Point à la ligne. Il est essentiel à notre vie, l'ADN, parce qu'il contient les programmes pour fabriquer des protéines et des enzymes. Mais l'ADN n'est pas vivant du tout. L'ADN, c'est de la chimie pure et simple. Mais le numérique, c'est pas de la chimie. Ah non, le numérique, c'est du numérique, c'est des bits de 0 et 1. C'est pas de la chimie. Mais non, là, je suis perdu. Mais le mariage de la chimie et du numérique peut conduire à faire en sorte que l'ADN puisse se transformer en ordinateur. La biotique que je décris, c'est justement le mariage du numérique et du biologique. Mais il n'y a rien de vivant dans tout ça. La vie émerge, est une propriété émergente. Ce n'est pas une propriété résultant de ce que contiennent la prévie de Teilhard de Chardin. C'est très beau, au sens où les molécules et les atomes ont déjà un sens de la vie qui fait que ça va émerger ensuite dans des propriétés plus complexes. Mais
faire de la chimie du vivant, c'est du vitalisme attardé. Oui, non, mais pardonnez-moi, c'est parce que... Je dis pas ça pour vous là, du tout. Là, je connais pas du tout le domaine, mais je vais m'informer. Merci beaucoup, je vais m'informer, merci. Mais lisez Les origines de la vie, mon petit livre. Oui, vous me attendez, vous n'allez pas lire, je vais vous l'envoyer. Voilà. Donc, donnez-moi tout à l'heure votre adresse personnelle, je vous le dédicace et je vous l'envoie. Et il y a tout dedans. N'oubliez pas. Hein. Alors, écoutez, il est 9h moins le quart. Donc, merci de vos questions. Merci beaucoup et revenez à la suite.